contenu à la section 9 du document de notification des charges, ICC 0211 0211 124 conf annexe 2, qui a été notifié à la Défense le 22 août 2014. Au vu des faits et des circonstances énoncées au paragraphe 323 à 334 du document de notification des charges, le procureur allègue que Charles Blé Goudet a commis des crimes contre l'humanité lors des 5 événements suivants. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, à Abidjan, pendant et après la marche des partisans d'Alassane Ouattara, qui se rendaient au siège de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Entre le 25 et le 28 février 2011, dans la commune de Yopungo, à Abidjan. Le 3 mars 2011, lors d'une manifestation de partisans d'Alassane Ouattara dans la commune d'Abobo, alternativement, en application des alinéas A, coaction indirecte, B, ordonner, solliciter ou encourager, C, aide, concours ou toute autre forme d'assistance, ou D, de l'article 25.3 du statut, des crimes contre l'humanité suivants. Chef 1. Crime contre l'humanité de meurtre d'au moins 184 personnes en violation de l'article 7.1a du statut lors des 5 événements mentionnés ci-dessus. Chef 2. Crime contre l'humanité de viol d'au moins 38 personnes en violation de l'article 7.1g du statut lors des événements mentionnés ci-dessus qui se sont déroulés entre le 16 et le 19 décembre 2010, ainsi que ceux qui se sont déroulés le ou vers le 12 avril 2011. Chef 3. Crime contre l'humanité d'actes inhumains, à savoir des actes ayant causé à au moins 126 personnes de grandes souffrances et des atteintes graves à leur intégrité physique, en violation de l'article 7.1k du statut, ou, à titre subsidiaire, tentative de meurtre constituant un crime contre l'humanité, en violation des articles 7.1a et 25.3f du statut, lors des 5 événements mentionnés ci-dessus. Chef 4. Crime contre l'humanité de persécution pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique ou religieux contre au moins 348 personnes en violation de l'article 7.1h du statut lors des 5 événements mentionnés ci-dessus. Je vous remercie. Avant de donner la parole aux parties et participants, je vais donner quelques précisions sur le but et le déroulement de cette procédure. Je vous rappelle que le but de la procédure, de la présente audience, conformément à l'article 61.7 du statut, est de permettre à la Chambre de déterminer s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Charles Blé Goudet a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Par conséquent, je voudrais souligner que cette audience n'est pas un procès. Cette Chambre n'est pas appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Blé Goudet, mais seulement à décider si la présente affaire doit être renvoyée devant une chambre de première instance pour y être jugée. Pendant l'audience, le procureur doit étayer chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour permettre sa confirmation. Pour sa part, la défense peut contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve.
Aussi, conformément à l'article 68.3 du statut, les victimes qui ont été admises à participer peuvent exposer leurs vues et préoccupations par l'intermédiaire de leur représentant légal commun, Madame Massida, du Bureau du Conseil public pour les victimes. Dans cette affaire, Madame Massida s'est vue accorder le droit d'assister à toutes les sessions publiques de l'audience de confirmation des charges, ainsi que le droit de faire une courte déclaration au début et à la fin de l'audience. Il est par ailleurs possible pour le représentant légal d'intervenir à d'autres moments avec l'autorisation de la Chambre. Les parties et participants feront leur présentation en respectant le temps qui leur était alloué et suivant l'ordre et les conditions établies par la décision numéro 165 du 22 septembre 2014. Je note que samedi, la défense a déposé une requête contestant la recevabilité de l'affaire, soumettant que celle-ci ne rencontre pas le seuil de gravité nécessaire. La Chambre prend note de cette requête et délivra sa décision en vertu de la règle 58.2 du règlement des procédures et des preuves en temps opportun. Cette décision déterminera notamment quand le procureur et les victimes ayant déjà communiqué avec la Cour à l'occasion de l'affaire devront déposer leurs observations écrites conformément aux règles 58.3 et 59.3. Eu égard à la date à laquelle la requête contestant la recevabilité de l'affaire a été déposée et tenant compte des règles 58 et 59 du règlement des procédures et des preuves que je viens de citer, la Chambre considère qu'une discussion de cette question dans le cadre de cette audience n'est pas appropriée. Cette audience devra ainsi se poursuivre conforme à la décision numéro 165 et les observations des parties et des participants concernant l'admissibilité de l'affaire ne seront pas présentées au cours de cette audience de confirmation des charges. Mais la Chambre va délivrer sa décision concernant la procédure à suivre en ce qui concerne la requête contestant la recevabilité de l'affaire dès que possible. La Chambre est présentement de l'avis que les observations orales des parties et des participants au courant des sessions tenues cette semaine sont susceptibles d'être suffisantes et elle considère donc obtenir des observations écrites supplémentaires occasionnant des délais additionnels ne serait peut-être pas nécessaire. Néanmoins, cette question pourra être débattue jeudi lorsqu'à la lumière des observations orales, nous serons mieux à même d'évaluer si la soumission dans des délais assez courts d'observations écrites peut être envisagée. Oui, c'est clair. Je vous rappelle que cette audience est publique. Lorsqu'il sera fait référence à des éléments de preuve confidentiels, vous devrez faire attention à ne pas révéler d'informations qui iraient à l'encontre des exigences de confidentialité. Exceptionnellement, certaines parties de l'audience pourront être tenues à huis clos ou à huis clos partiel. Je note que dans le cadre des observations écrites relatives au calendrier de l'audience, les parties n'ont pas exprimé le besoin de bénéficier de temps afin d'adresser une quelconque question relative à la régularité des procédures qui ont précédé l'audience en vertu de la règle 122.3 du règlement. Par conséquent, je prends pour acquis que nous pouvons passer directement aux déclarations d'ouverture par le parti et participants. Si tout ça est bien clair, alors je vais donner la parole au procureur,
Vous avez la parole. Je vous prie ainsi qu'autre partie et participants de parler lentement, s'il vous plaît, et de faire des pauses suffisantes pour permettre l'interprétation. Excusez-moi, mais je vois que Maître Kaufmann veut... Pardon me, Madam President. There is one issue which I raised with the legal officers before Your Honours came into court this morning. It's an issue which will need to be dealt with in private session. I don't know whether Your Honours wish to hear it now before the prosecutor speaks or after the prosecutor makes his presentation and the legal representative, but just before the first adjournment. I shall be very short. It's a matter of, I would say, no more than 1 or 2 minutes. Je vois que vous dites que c'est une question que vous vouliez parler à huis clos partiel, en session privée. Alors, je vous suggère qu'on fasse les déclarations d'ouverture par le procureur et les victimes, et avant de la pause, alors vous pouvez soulever la question. C'est bien? Thank you, Madam President. Je vous en prie. Madame la Présidente, toutefois, avec votre permission, nous aimerions que notre collègue nous fasse part du contenu de ça. Je comprends qu'il informe la Chambre, mais il n'a pas informé l'accusation du détail de cette requête préliminaire.